Et si l'énergie hyper intense, presque chaotique d'un ado rebelle fan de punk rock, c'était exactement la recette neurochimique pour recabler un cerveau adulte? C'est une question qui bouscule pas mal d'idées reçues, ça. Bah oui, parce qu'on pense souvent au cerveau comme à une sorte de sculpture en argile, tu vois. Pendant l'enfance, c'est tout mou, on peut le modeler super facilement. Ouais, et l'idée générale, c'est qu'une fois la vingtaine passée, cette argile, elle passe au four. Exactement. Elle durcit et on aurait notre forme définitive, genre nos défauts, nos vieilles habitudes, et on doit juste faire avec. C'est une image ultra répandue, mais en fait, elle offre surtout une excuse parfaite. Une excuse? Comment ça? Croire que notre biologie est gravée dans la pierre, ça enlève le poids de la responsabilité. Si on se dit qu'on peut pas changer, à quoi bon faire des efforts? C'est pas faux. Sauf que cette croyance est physiologiquement complètement fausse. Le cerveau, c'est une machine conçue pour s'adapter jusqu'à notre tout dernier souffle. Il faut juste savoir comment forcer un peu le mécanisme. D'accord, décortiquons ça. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration approfondie d'une source absolument fascinante. Une très longue interview, oui. Oui, celle du neuroscientifique Andrew Huberman dans l'émission The Diary of a CEO. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment d'extraire les informations les plus cruciales sur la façon dont on peut, littéralement, recabler notre cerveau. Et aussi maîtriser notre dopamine et adopter des habitudes qui tiennent sur le long terme. C'est ça l'objectif. Donner à ceux qui nous écoutent des outils concrets, totalement gratuits, pour reprendre le contrôle de leur biologie, loin des vieux clichés du développement personnel. Tout à fait. Parce que la science ne sert pas juste à comprendre notre corps, elle sert à le transformer. Et pour prouver que ce changement est possible, avant même de parler de méthode, il faut se pencher sur l'histoire personnelle de ce scientifique. C'est presque méconnaissable. Son parcours n'a rien eu de linéaire, c'est clair. Aujourd'hui, on parle d'un professeur titulaire à Stanford, mais ado, c'était une autre histoire. Mais suite au divorce ultra conflictuel de ses parents, il se décrit lui-même comme étant devenu sauvage. C'est le mot. Il traînait dans la culture punk rock, le skateboard des années 90 à San Francisco. Il séchait tout le temps les cours, il s'attirait des ennuis à n'en plus finir. À tel point qu'à 14 ans, il a même été enfermé dans un centre de traitement résidentiel. Ouais, un drôle de mélange entre un centre de détention pour jeunes et un hôpital. Et le vrai tournant ne s'est pas fait là-bas, ça s'est passé vers ses 19 ans. Après une bagarre le 4 juillet 1994, il se retrouve à vivre dans un dénuement total. Assis par terre, dans un squat, avec juste un sec de couchage, et son furet de compagnie, Iris, je crois qu'il s'appelait. C'est fou comme image. Et c'est là qu'il écrit une lettre, à lui-même et à ses parents, pour dire qu'il reprend le contrôle de sa vie. Et c'est là que la neuroplasticité entre en jeu. La science, notamment des études majeures de l'Institut Salk, montre qu'on crée de nouveaux neurones même à 80 ou 90 ans. Attends, vraiment? Même à 90 ans, le cerveau fabrique de nouveaux neurones? Ouais, on appelle ça la neurogénèse. Donc l'idée qu'on ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien, c'est un mythe total. J'adore l'analogie qu'on peut faire avec son énergie de l'époque. Son intensité pour le skate ou même l'élevage de poissons tropicaux, c'était comme un laser ultra puissant. Un laser qui partait dans tous les sens, oui. Voilà. Et l'énergie était déjà là, en fait. Il lui suffisait juste de pointer ce laser vers une nouvelle cible, qui était l'apprentissage de la biologie. C'est une super métaphore. Mais du coup, je me demande, est-ce que cette intensité, qu'on qualifie souvent de défaut ou de TDAH aujourd'hui, c'est un prérequis pour modifier un cerveau adulte? Ce qui est fascinant ici, c'est l'asymétrie de la neuroplasticité. Avant 25 ans environ, le cerveau il change de façon passive, C'est-à-dire? comme une éponge. Exactement. Tu absorbes les choses sans effort démesuré. Mais après 25 ans, c'est terminé. Pour recabler les connexions, il faut une alerte neurochimique super intense. Une alerte générée par la peur ou une passion absolue, c'est ça? Oui, il faut un signal de stress ou d'urgence, souvent via l'adrénaline. Et ensuite, le plus important, il faut un repos profond pour que ces nouvelles connexions se fixent physiquement. Ce qui nous amène à la mécanique pure du changement. Puisque tout ça demande de la motivation et beaucoup d'attention, on doit parler du carburant de tout ça. La fameuse dopamine. Ouais, et c'est fou parce qu'on la voit toujours comme la molécule du plaisir exclusif, le truc qui nous donne un shoot de bonheur. Alors que c'est bien plus que ça. C'est vraiment la monnaie universelle de la motivation et de la recherche de récompense. C'est ce qui nous pousse à agir. Et dans l'interview, il y a cette analogie du docteur Kyle Gillette qui est géniale. Il dit que la dopamine, c'est comme une piscine à vagues. Exactement, si on crée des vagues massives, avec des drogues, des entraînements hyper stimulés, des trucs extrêmes, Bah l'eau, elle finit par sortir de la piscine, non? c'est tout à fait ça. Et la conséquence directe, c'est qu'on se retrouve dans un creux.
bien en dessous de notre niveau de base habituel. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc imaginons quelqu'un qui prend plein de stimulants avant le sport. Le fameux pre-workout rempli de caféine. Ouais. Il met du gros son dans son casque, il s'épuise à la salle de sport à 6 heures du mat. En fait, il ne construit pas un plus gros moteur pour sa journée. Il est littéralement en train de vider son réservoir de motivation pour le reste de sa journée de travail. Complètement. La superposition de ces déclencheurs de catécholamine mène inévitablement au crash. Après un pic extrême, il faut énormément plus d'énergie pour faire la moindre petite tâche. Ce qui mène à cet épuisement total ou cette petite déprime qu'on ressent parfois en milieu d'après-midi. Cela soulève une question importante sur la façon dont nous gérons nos états de transition. Comment on passe de l'action très intense au repos? Et justement, si épuiser sa dopamine, c'est le grand piège, comment on remplit ce réservoir au quotidien sans se cramer? Il faut apprendre à gérer son centre de gravité en quelque sorte. Savoir quand être penché vers l'avant, dans l'action, et quand être sur les talons, dans le repos. Et la source présente un outil gratuit et assez miracle pour ça. Le NSDR, ou Non-Sleep Deep Rest. Ouais, c'est très proche du yoga nidra. C'est une pratique de genre 10 à 20 minutes. Et ça fait quoi concrètement dans le cerveau? Ça nous endort? Pas tout à fait. Ça plonge le cerveau dans un pseudo-sommeil. Et les études montrent que ça peut restaurer les niveaux de base de dopamine dans les ganglions de la base jusqu'à 60%. 60%, juste en s'allongeant 20 minutes sans dormir. Waouh, c'est énorme. C'est un outil biologique surpuissant pour réinitialiser le système en milieu de journée. L'autre grand pilier de la routine quotidienne qu'ils abordent, c'est la lumière du matin. Dès le réveil, il faut aller chercher la lumière du soleil dans les yeux. Même s'il y a des nuages, oui, c'est crucial. Pourquoi les yeux? C'est pas juste une question de se réveiller un peu? En fait, ça déclenche un pic de cortisol très sain, et ce pic va préparer l'énergie de toute ta journée, mais il va aussi lancer un chronomètre pour ton sommeil de la nuit suivante. Ah ouais, donc si je prends pas la lumière le matin, je dors mal le soir. C'est très probable, oui. Ton horloge biologique a besoin de ce signal lumineux pour savoir quand sécréter la mélatonine plus tard. Et puis, il y a l'alimentation. Évidemment, manger des produits non transformés, de la viande, des légumes, des fruits. Rien de révolutionnaire sur le papier, mais l'impact est énorme. Éliminer les trucs ultra transformés, ça réinitialise notre perception du goût. Et aussi notre relation aux calories. Tout ça me fait penser à un truc essentiel. L'attention, c'est une monnaie qui coûte super cher à notre cerveau. C'est clair. C'est la ressource la plus précieuse. Du coup, ça montre la nécessité absolue de la protéger dès le matin. De choisir d'être un créateur en se levant, en écrivant dans un journal par exemple, plutôt qu'un consommateur passif collé à son téléphone. Et c'est la transition parfaite parce que si on construit un bon niveau de dopamine, qu'est-ce qu'il détruit le plus rapidement dans notre société moderne? Les récompenses à faible effort. Les trucs qu'on obtient sans rien faire. Voilà. Et l'interview aborde ça d'un point de vue strictement scientifique et impartial, en parlant de la pornographie. C'est un sujet délicat, mais d'un point de vue neurobiologique, c'est quoi le problème exactement? Le problème, c'est que c'est un stimulus à très haute teneur en dopamine, mais qui est accessible instantanément. Sans avoir besoin de parler à quelqu'un, de séduire, de s'investir. Exactement. Notre biologie n'a pas du tout été conçue pour libérer autant de dopamine sans l'effort d'une interaction sociale ou d'une parade nuptiale. Donc le cerveau panique un peu face à cette dose massive. En fait, le résultat, c'est une augmentation massive de la prolactine juste après. Et la prolactine, elle supprime la dopamine. Ah, d'où le fameux creux très sévère de motivation juste après. Ouais. Et au fil du temps, le seuil d'excitation du cerveau augmente, les interactions réelles deviennent beaucoup plus difficiles. J'imagine que ça mène à de vrais soucis dans la vraie vie, non? Malheureusement, oui. On voit beaucoup de problèmes relationnels et même des dysfonctions érectiles chez des jeunes hommes à cause de ça. Alors, si je devais résumer ça, c'est comme si le cerveau recevait la médaille d'or d'un marathon mais sans jamais avoir eu à courir le moindre kilomètre. C'est une excellente analogie. Le système de récompense finit par se casser, tout simplement parce que le lien entre l'effort et le résultat est détruit. Et c'est pareil pour les drogues ou la malbouffe en fait. Et le seul remède physiologique identifié pour réinitialiser tout ça, c'est radical. Oui, il n'y a pas de pilule magique. Il faut une période d'abstinence de 30 à 60 jours. Waouh! 1 à 2 mois sans le stimulus pour que les récepteurs se nettoient. Ça demande une volonté de faire. C'est le temps qu'il faut à la biologie pour retrouver son équilibre, son homéostasie. C'est fascinant. Et pourtant, après avoir parlé de toutes ces mécaniques froides, de dopamine, d'abstinence, la source dévoile un protocole ultime qui m'a vraiment surprise. Ah, on arrive à la partie la plus humaine de l'interview. Oui,
Face à l'isolement numérique qu'on vit tous, le secret le plus puissant d'Andrew Huberman, ça n'a rien à voir avec des bains glacés à 5 heures du matin ou des compléments alimentaires hyper chers. Non, il s'agit de la connexion humaine, pure et simple. C'est touchant parce qu'il confesse, malgré toute son obsession pour la science et les performances, que sa plus grande difficulté dans la vie a été d'apprendre à être vulnérable. De laisser partir les relations qui ne marchaient pas et de cultiver les vraies. La crise de l'isolement, elle détruit nos cerveaux en silence. Et il propose une action tellement simple pour combattre ça, envoyer un SMS le matin, juste un petit bonjour à un ami. Le simple fait de savoir que quelqu'un pense à nous, même via un écran, ça active des circuits neuronaux fondamentaux. Des circuits de sécurité et d'appartenance à la tribu, c'est ça? Exactement. Si on relie ça au contexte global de tout ce qu'on vient de dire, on réalise que notre cerveau est avant tout un organe social. Ouais, il raconte cette anecdote poignante sur un skater, Jim Thibaud, qui s'est juste assis avec lui dans ses moments les plus sombres quand il était ado. Il ne lui a pas fait la morale. Il s'est assis, il lui a offert un livre de poésie. C'est magnifique. Et des décennies plus tard, quand Huberman a traversé une crise publique super difficile, ses amis, comme Lex Fridman ou ce même Jim, y sont revenus. Ils se sont à nouveau simplement assis dans la boue avec lui. C'est l'expression qu'ils utilisent, s'asseoir dans la boue avec quelqu'un. Tout ça nous prouve que l'optimisation biologique, les hacks, tout ça, ça ne remplacera jamais la régulation du système nerveux central qu'offre la présence d'un ami de confiance. Complètement. C'est un paradoxe génial, non? Entendre un scientifique mondialement connu pleurer presque en admettant ça. Ouais, que le vrai secret d'une belle vie, c'est pas une molécule, c'est le temps non structuré passé avec ce qu'on aime. C'est une belle leçon d'humilité face à la science. Si on résume un peu tout l'arc de notre exploration aujourd'hui, on est passé des neurosciences les plus pures, tu sais, la plasticité, la dopamine, les bains de soleil. Vers une véritable sagesse émotionnelle. Voilà, gérer ses émotions en devenant une sorte d'observateur compatissant de soi-même et réaliser l'importance vitale de l'amitié. Parce qu'au final, l'objectif de tous ces protocoles, ce n'est pas de devenir une machine de productivité froide et parfaite. Non, l'idée c'est d'avoir l'énergie et la résilience nécessaires pour mener une vie riche et connectée aux autres. Et pour clôturer cette analyse, ça m'amène à une réflexion un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Vas-y, je t'écoute. Dans notre quête incessante d'optimisation personnelle, avec nos routines et nos suppléments, est-ce qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel ? La meilleure façon de pirater notre propre biologie, c'est peut-être simplement de détourner notre attention de nous-mêmes. Et de la porter sur quelqu'un d'autre. Exactement. Donc aujourd'hui, prenez quelques secondes, pas pour traquer votre sommeil ou évaluer votre dopamine, mais pour envoyer ce petit SMS de bonjour à quelqu'un qui ne s'y attend pas. C'est un conseil qu'on devrait tous appliquer dès maintenant. Merci d'avoir décortiqué toute cette science avec moi. C'était un vrai plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée passionnante.